Bien, bah écoutez, merci Isabelle, Agnès et Olivier pour déjà votre accueil. On est chez vous, donc encore un grand merci pour cet accueil et cette préparation depuis de longs mois avec toute votre équipe. Donc j'ai présenté Future for Care en parlant de l'accélérateur européen des startups de la health tech. On aimerait déjà peut-être avec vous, Isabelle, vous dirigez toute la partie innovation au niveau mondial de Sanofi. Vous êtes un des piliers fondateurs de Future for Care. Donc on a une première question à vous poser. D'abord peut-être nous présenter en quelques mots ce qu'est Future for Care et puis surtout quelle ambition vous portez par rapport à la santé, à la e-santé française, ces projets européens et bien sûr l'ambition que vous portez pour l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup, Jérôme. On est très heureux de vous accueillir tous en fait, au sein de Future for Care. Parce qu'en fait, c'est la vocation de Future for Care, c'est d'animer un écosystème le plus large possible pour très concrètement arriver au déploiement de solutions digitales en santé, en France et en Europe. Alors c'est né d'une initiative de Sanofi, poussée, il est vrai, par Serge Wimbert au départ, mais en fait on n'aurait rien fait tout seul. Ça c'était le constat de démarrage, et donc on n'aurait rien fait sans les autres fondateurs que sont Capgemini, Generali et Orange, parce qu'en fait on a vite compris qu'il s'agissait ici, lorsqu'on parle de santé numérique, bien en fait de pluridisciplinarité entre différents acteurs. Donc la science, bien évidemment, mais également la tech, la data, et puis le sujet des modèles économiques dont il nous faut bien parler. Donc c'est vraiment une volonté d'industriel de pousser ces sujets en parfaite harmonie avec les autres acteurs académiques, bien évidemment, et les autres structures d'innovation. L'idée n'étant pas de se mettre en concurrence les uns avec les autres, mais plutôt d'offrir à cet écosystème une offre qui soit complète. Alors l'ambition, puisque c'était aussi l'une de vos questions, l'ambition, c'est effectivement de faire de Future for Care l'accélérateur le plus performant ou le plus grand en Europe. Alors pourquoi ? On en a quelque peu échangé tout à l'heure avec le ministre, parce que d'abord, on croit on est absolument convaincu que l'ensemble des structures françaises sont extrêmement talentueuses, et en particulier nos startups. Et puis, on sait aussi qu'il y a une volonté politique qui est forte aujourd'hui, et que l'on a probablement la capacité, juste à ce moment-là du jeu, de pousser ces sujets d'une façon extrêmement concrète. Nous ont rejoint d'autres acteurs industriels, ça aussi c'était extrêmement important, que sont, je vais les citer parce que c'est important, donc d'autres laboratoires pharmaceutiques que sont Biocodex et UCB, mais également des sociétés qui s'intéressent au sujet de la data, que sont BICE et Alira Health. Et puis enfin, deux gros acteurs qui jouent également un rôle prépondérant sur les sujets de santé numérique, santé digitale, data, que sont Acuvia et Havas Health en particulier. Voilà, donc l'idée c'est d'être concret en fait. On a fait beaucoup de POC, preuves de concept, beaucoup de pilotes. Et en fait l'idée c'est de pousser les sujets technologiques, mais également les sujets des modèles économiques. Sans oublier l'éthique, qui est un sujet phare en fait, pour Future for Care. C'est d'ailleurs la première conférence qui a été, peut-être l'occasion d'en reparler, qui a été organisée ici. C'était sur les sujets de l'éthique en santé digitale, parce que ça aussi, on pense que c'est une force de la France et de l'Europe par rapport à d'autres acteurs. Et c'est cette ambition-là qu'on a envie de porter tous ensemble. Merci Isabelle. On va continuer avec vous Agnès. Vous êtes donc la CEO de Future for Care. Vous avez parlé Isabelle d'aspects concrets. On sait que vous accompagnez, si je ne me trompe pas, près de 37 startups. On en a quelques-unes qui vont prendre la parole. Je pense à Thomas Serval de Barracoda. On a également Capcode. On a également aussi d'autres sociétés. Donc vous voyez, j'ai eu des gens en arrivant, des beaux cadeaux. Je ne sais pas si on l'a offert en fait. Multisense, donc la solution d'Elie Lobel, donc RDS, notamment sur la télésurveillance avec des systèmes de smartphones, donc des choses très concrètes que vous présentez. Et donc, on avait besoin de savoir un peu, concrètement, Future for Care pour tous les acteurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être ne connaissent pas la structure. Voilà, comment au quotidien vous accompagnez ces structures de l'écosystème de la e-santé. Alors, je ne sais pas si ça s'offre, le produit d'Elie. C'est quand même censé être pour du suivi post-opératoire. Donc, oui, écoute, Jérôme, j'espère que tout va bien. Je vais le rendre alors. Merci à tous d'être là. On est vraiment très honorés de vous avoir parmi nous. C'est que des visages familiers là devant nous, donc ça fait vraiment très plaisir. Alors, comment est-ce que concrètement, aujourd'hui, on fonctionne chez Future for Care? Notre recette, c'est vraiment de faire travailler ensemble des groupes de toute taille. Donc, il y a les fondateurs
utilisateurs, les partenaires, donc ça fait 10 industriels qui nous ont rejoints, 35 startups et aussi des ETI. Et c'est souvent des acteurs qui ne sont pas au même moment, au même endroit. Et rien que pour ça, c'est déjà très compliqué du coup pour ces acteurs de travailler ensemble. Donc la première chose, nous, c'est de vous réunir dans ce lieu, de réunir dans un écosystème. Et après, avec mon équipe, d'organiser un suivi qui fait qu'on essaye de vous mettre au plus vite en contact les uns avec les autres. Et après, c'est vous qui faites la magie du business et c'est vous qui faites ces POC et voilà, c'est le business de manière très concrète. Mais notre métier à nous, Future for Care, c'est vraiment de vous mettre en contact parce qu'on a ce réseau et que l'on sait que quand vous avez telle et telle question, on a dans ce très large réseau de start-upers, d'entrepreneurs, d'industriels, la réponse à la question qui est posée. Donc c'est ça vraiment qu'on fait au quotidien. C'est à démontrer son succès. On a de nombreux partenariats qui se sont créés entre les groupes, entre les startups, des contrats qui se sont signés. On a des startups qui ont levé aussi avec autour de table certains de nos fondateurs. Donc voilà, en quelques mois, ça a démontré son efficacité. Et je pense que la seule chose, c'est d'être ensemble et de travailler. Et voilà, et de se voir. Et donc nous, tout notre métier, c'est de vous mettre en relation les uns avec les autres. Voilà très concrètement comment ça marche. Sur la partie qui est dite accélérateur, et Jérôme, tu disais, on est le plus gros accélérateur en Europe. On a en feuille de route de se développer sur d'autres pays dans les prochains mois et années qui viennent. Donc voilà, Future for Care va ouvrir des antennes en Europe pour être présent vraiment dans les pays, avec cette même idée qu'on ne peut pas faire du business si on n'y est pas. Donc on pense qu'il faut être présent, on ne fait pas du business up in the air. Et au-delà de ça, au-delà de cet accélérateur, on a un deuxième pilier très important, et je passerai la parole à Olivier, mais qui est l'Institut, parce qu'on pense aussi que sur ce sujet naissant de la santé numérique, on ne peut pas juste faire du business comme ça, il faut aussi réfléchir et travailler à encadrer ce marché et à chercher à avoir notre voix européenne, celle que l'on veut pour nos citoyens, pour notre démocratie sanitaire, ce que l'on veut faire des données. Le sujet des données de santé est crucial et il ne peut pas être juste pris à la légère et il ne peut peut-être pas non plus être mis juste dans la main des industriels. On a besoin aussi d'encadrer les industriels, de chercheurs, de toute la sphère publique et académique pour co-construire un peu cette démocratie sanitaire qu'on appelle de nos voeux et qui, on espère, mettra vraiment le numérique au cœur parce qu'on est convaincus qu'il y a beaucoup de progrès qui peuvent être faits grâce au numérique et regagner du temps, donner du temps aux soignants, comme le disait Monsieur le ministre ce matin, donner du temps à tout le monde, voilà, pour faire progresser ces sujets de santé. Merci. Professeur Guérin, je vous propose de continuer ensemble. Merci d'être avec nous ce matin et bienvenue chez vous. Par ailleurs, vous êtes aussi et surtout le chef de service gériatrie du CHU de Nice. Finalement, vous êtes le symbole que l'e-santé ne se fait pas qu'à Paris et que les professionnels partout sur le territoire s'emparent aujourd'hui de ces outils. Concrètement, l'e-santé, on se demande quand même, est-ce que c'est un nice to have ou est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui pour faire évoluer le système de santé? Et surtout, pourquoi et comment peut-on s'en emparer au mieux? Je pense que cette question-là, elle se posait il y a encore quelques années. Parce que finalement, à la fois les patients, nos concitoyens sur les sujets de prévention, parce que par nature, la prévention, ça ne concerne pas des patients, mais tout le monde, et puis les professionnels de santé, on sentait des réticences. Alors oui, mais pourquoi ça serait à la place de l'humain et comment faire, sans voir forcément que finalement les produits, solutions et services du digital ont une promesse par nature d'augmentation de qualité de services pour l'ensemble de nos concitoyens et patients, mais aussi pour les professionnels. Mais là, ça ne se passe plus comme ça. Parce qu'entre-temps, on a eu, je dirais, une sorte de crash du système de santé dans son ensemble. Il faut en être conscient, tout le monde le dit, mais malheureusement aussi tout le monde le vit, et que c'est d'autant plus important maintenant parce qu'on n'est plus à se poser la question de oui, mais pas à la place de l'humain, mais c'est vraiment en complément parce qu'on n'y arrive plus objectivement. Je vais être un peu sombre dans les 10 secondes qui viennent, mais notre système de santé s'est bâti sur un modèle curatif depuis toujours. Le système de santé français a bâti son excellence sur la capacité à soigner, à guérir, mais les nouveaux enjeux de santé publique, notamment liés,
Je suis gériatre de service, donc forcément, je vais en parler au vieillissement, en partie en tout cas, au vieillissement de notre population, fait que les sujets sont plus de soigner et de guérir uniquement, mais aussi de garder un état de santé stable. Je pense aux malades chroniques notamment, qui sont maintenant, la maladie chronique est la principale dépense de santé. Les 3/4 de la dépense de l'assurance maladie, c'est sur le monde de la chronicité de la maladie. Et un sujet clé qui est très peu abordé, culturellement par le système de santé, qui est la préservation de l'autonomie. Donc on est en train de basculer, de changer de paradigme du soin. Et dans ce contexte-là, les outils, les produits, solutions et services du digital sont une aide très précieuse, parce qu'elles permettent de croiser ces nouvelles priorités de santé publique qui sont intrinsèquement liées à la prévention. Et on a un vrai sujet. Et en même temps, parce que notre système curatif, il est plus aussi en capacité de guérir qu'avant. Donc, comme il va être moins bon, objectivement, pour guérir, il ne faut pas être malade. Ou en tout cas, il faut éviter de l'être. Et puis, il faut recourir au curatif que lorsqu'on en a vraiment besoin. C'est ce que disait François Braun aussi. C'est pour ça que la crise des urgences, la crise de la structuration du soin primaire, la médecine générale, et pas que, tous les acteurs du soin primaire en France, c'est tout ça, en fait. Et la promesse des produits, solutions et services du digital, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je suis là. Moi, je suis un académique. C'est que c'est bien de parler d'écosystème. Moi, je trouve qu'on en parle souvent de façon assez creuse. Après, le sujet d'un écosystème bien structuré, c'est sa capacité d'animation, mais surtout d'abandonner l'instinct de propriété. Il n'y a pas la propriété des académiques. Moi, je suis PUPH, vous savez, c'est une des pires espèces en termes d'instinct de propriété. Donc il faut réussir à casser ces codes-là, travailler évidemment avec les acteurs du privé, soutenir l'innovation. On a une richesse exceptionnelle et toujours se rappeler que c'est pour les patients qu'on le fait. Merci professeur Guérin, merci Agnès et Isabelle une nouvelle fois de nous accueillir. Vous avez dit que le mot écosystème pouvait parfois être creux. On pense que ce matin, il devrait être assez plein, et notamment avec un sujet qui est au cœur de l'actualité forcément de cet écosystème. Ce sont les startups. Agnès, vous en avez parlé, et notamment sur les levées de fonds. Et donc pour cela, pour ce nouveau plateau qu'on va accueillir, nous allons avoir l'exclusivité et l'avant-première de Sandrine Cochard, qui est la directrice des rédactions du groupe Mind, pour présenter le bilan des levées de fonds de 2022.